Bonjour, la gang. Mon nom est Daniel Saint-Hilaire. Je viens, ben oui, je suis pas éternel. Je viens de prendre ma retraite. Et je vais parler un petit peu de ma carrière. Je suis un ancien sauteur en hauteur, 2 équipes canadiennes juniors, 2,11 m, puis j'étais pas grand. Donc, pourquoi que je battais mes adversaires souvent? C'est parce que j'étais obligé de réfléchir et d'intellectualiser le choix en hauteur et l'entraînement. Donc, je les battais à cause de l'entraînement puis ma technique, parce que les autres avaient plus de talent que moi. Puis souvent, je sautais comme des noirs, puis les autres avaient des impulsions fantastiques, mais la technique n'était pas bonne, donc je les battais. Donc, ma première job de coach à vie, 72. C'est même avant ça, coach de T-ball, un bâton, une balle avec des jeunes. Je comprenais pas pourquoi que les jeunes avaient de la misère des fois à faire la balle, elle bougeait pas, puis se faisait tirer sur 3 prises. Mais là, j'ai appris j'ai compris que les êtres humains, les athlètes sont tous différents. OK, donc c'était ça. Et mon premier grand athlète que j'ai eu s'appelle Alain Métellus. Il m'est arrivé du collège Stanislas, 13 ans. Le coach m'appelle, j'ai un gars qui vient de faire 1m73 il y a 13 ans. Moi, je dis, voyons, 73, 13 ans, c'est malade. Pas un gars au Québec qui fait ça, même au Canada. Je lui donne rendez-vous, il vient. Là, il me demande si je fais comme échauffement. Il dit, fais ce que tu fais d'habitude. Il court un tour de piste, puis je place la barre. Elle est à 1m53. Il dit, son coach, son prof, il dit qu'il saute un 73. Hey. Je m'aborde à 1m53, il dit, vas-y, s'installe. Il saute tout croche. Il est assis tout croche. La barre à bouge, il tombe dans le matelas, il me regarde. J'ai fait ça de même. Tu reviendras demain. Il venait de passer son audition. Puis ce gars-là, Métellus, là, c'est un extraterrestre. Quand je vous dis qu'il est un extraterrestre, là, il a sauté en cadet 2,05 m. C'est un record qui tient depuis très longtemps. Il est sauté en juvénile 2,21 m. Il était le meilleur au monde en juvénile. Puis en junior, en salle, 2,28 m. Il y a eu 3 champions du monde qui ont essayé de le battre. Au Canada, tu as eu Derek Drouin, champion olympique, le record retenu. Mike Mason, champion du monde junior, le record retenu. Mark Boswell, champion du monde junior, médaillé championnat du monde, le record retenu. Le record à l'extérieur, 2,26 m, battu par Derek Drouin, champion olympique. En salle, Métellus, Mété qu'on l'appelle, le serpent. Pourquoi le serpent? Parce qu'en haut de la barre, il était comme un serpent, comme un poisson. Il bougeait puis il passait en barre. C'est incroyable, Métellus. Après ça, j'amène Métellus, Mété, à une compétition scolaire à Robillard. Il y a un gars que j'entraîne depuis un mois, qui s'appelle Édric Floréal. Il est devenu champion canadien, un recordman canadien en longueur trip. Puis il a été 4 fois champion des NCAA américains. Mais là, ça fait un mois que j'entraîne Floréal. Je suis sûr que mon gars va gagner, mon athlète. Il y a un petit cul qui arrive, mesure 5 pieds, il y a 13 ans. Il a clenché l'athlète que j'entraînais depuis un mois. Là, j'étais voir le petit gars. Je disais, hey, viens-t'en avec moi, on va faire un champion de toi. Il dit, non, je suis pas intéressé. Comment ça, t'es pas intéressé? Moi, j'étais un joueur de basket, mais tu mesures 5 pieds. C'est pas grave. Mon idole, c'est Michael Jordan, ma ligne dans NBA. T'es fou, t'es fou. En tout cas, anyway. Bonne chance. À chaque année, je retournais. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Le même petit cours. J'amenais Métellus, grand, bandeau à la Karate Kid, boucle d'oreille serpent, des lunettes aux clés, habillé en Canada rouge tout le long. Il impressionnait les jeunes. Tu voyais Métellus sur une piste, là. Il y avait 400 jeunes. C'était Métellus que tu voyais. Mais moi, je me servais de lui avec Alain pour aller recruter des champions. Les petits gars, ils voulaient rien savoir quand même. Là, finalement, quelques années plus tard, j'ai 2 athlètes avec moi. 2 Haïtiens. J'étais là, je dis, je comprends pas. Ils n'ont pas d'impulsion, ces gars-là. Pas des vrais noirs, tu sais, c'est une joke, là. Pas des vrais noirs. Là, finalement, je dis aux 2 gars, je dis, hey, tu sais, au hockey, ils ont des recruteurs, ils ont des dépisteurs. Il dit, moi, je vous engage. Je dis, comment ça, tu m'engages? 5 piastres chaque. À chaque fois que tu m'amènes un gars qui touche le panier de basket au poignet, donne 5 piastres. C'est correct. On t'en amène la semaine prochaine. Il arrive le lundi, la semaine prochaine, il dit, il est dans le gym. Il m'envoie dans le gym. Tu sais qui? C'est le gars, ça fait 5 ans. J'essaie de le recruter. Lui, il est venu à cause de ses chums qui font 5 piastres chaque. Je regarde, il y avait la casquette de la main, il y avait le kangourou sur la tête. Tout est poiré. Habillé en Michael Jordan. Je regarde, il remonte sa casquette, je regarde le sourire légendaire du gars. Je ne connais pas encore son nom. J'ai dit, comment tu t'appelles? Il dit, mon nom, c'est Bernie Surin. T'as lâché le basket ou quoi? Il dit, oui, boy. Je commence à aimer l'athlétisme, comment ça? Ben, j'ai vu Carl Lewis à la TV, j'en ai plus. Puis en 1980, en 84 à Los Angeles, j'ai vu Carl Lewis, puis je veux battre Carl Lewis. Tu sais quoi?
Tu veux battre Carl Lewis? Ben, OK. Dis-moi, je sais, tu peux devenir champion du monde, recordman du monde. Dans quelque chose, champion du monde. OK. Ou champion olympique. Finalement, il est venu. Il revient, prochain entraînement, il revient avec l'équipe de basket au complet. Il était comme 15 à Robillard au début du 60 mètres, là. Puis les gars avaient amené le Ghetto Blaster, un gros radio, 7 gros. Puis là, ils mettaient la musique, puis ils faisaient un breakdance. Là, les autres coachs, il y avait du bruit, mais ils sont venus voir, les autres coachs d'autres clubs. Qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi, mes gars, c'est chaud. Ouais, mais la musique, puis ça. Ça, c'est dans leur culture. Ils font du breakdance. As-tu vu ce qu'ils viennent faire? Et sa tête, ils viennent de tourner 360. Les gars, ils viennent faire la split. Puis les gars, je pense capable de faire ça. Non, mais moi, mes gars, c'est chaud. Là, finalement, c'est parti de même. Puis à la fin, mais il en restait 3, après quelques semaines. Il y en a un qui a fait l'équipe nationale de bobsleigh, Wilson, puis il y a eu Harry Blanc, un champion canadien junior en triple saut, puis il y a eu Bruni Surin. Puis un an plus tard, Bruni Surin, là, il était au championnat du monde, les premiers championnats du monde en 86, à Athènes, en Grèce. Puis quand il est cherché à l'aéroport, j'ai demandé, puis, aimes-tu ça l'athlétisme? Il dit oui. En basket, j'allais à Longueuil, j'allais à Sherbrooke, j'allais à Québec. Là, j'étais à Athènes. Tout visité les Jeux olympiques. Les Parthénons, tout ça. J'ai dit, waouh, j'aime ça l'athlétisme. C'était parti. Une anecdote avec Bruni, avant d'aller plus loin. Un soir, il arrive à l'entraînement, il est 19h, je regarde, il a de l'air à avoir faim. Son record, c'est 7 mètres 11 à longueur. Il a à peu près 18 ans, là, 19 ans. Je dis, t'as faim? Il dit oui. Il dit, OK, si c'est pas ton record au prochain saut, là, on s'en va dans une pizzeria, on va manger une extra pizza jumbo. Tout ce que tu veux dedans. Il dit, OK, c'est 2 chums. Bruni, s'il vous plaît, saute, bat ton record. Ah, il a sauté 5 mètres 67. Les standards olympiques, ça donne 88 mètres dans ce temps-là. Il dit, mais voyons donc, c'est un débutant. Il dit, lui, il court comme un animal, il a du talent. Une autre anecdote, j'étais en train de coacher Métellus, puis je disais à Bruni, si tu te mets là-bas, là, tu descends en coupe, tu vas me faire 4 fois 80. Puis là, Bruni, il passe dans mon environnement visuel. Hey, je te jure, c'est la première fois que mes yeux n'étaient pas capables de suivre. D'habitude, mes yeux, ils vont un balayage horizontal. Il a fallu que je bouge la tête. C'est là que j'ai découvert que Bruni dit, cours vite, tu tabarouette, cours comme un animal, là, comme un cheetah. Puis c'est là qu'après ça, on commence à faire du sprint. Après ça, mes médailles de bronze, ma première médaille en sprint, c'était avec Bruni Surin, à Auckland, Nouvelle-Zélande, en 90. Il venait de faire la finale, tout le monde est égal. J'attends 5 minutes. Lanford Christie, qui est devenu champion olympique. Après ça, il y avait Ezenwa, un gars du, je pense, c'est Nigeria. Puis après ça, le troisième, ça a pris 5 minutes. Et quand j'ai vu le B, point, là, j'ai vu Surin. Là, j'ai capoté. Dans les estrades, tout le monde me dit, il faut ce gars-là. C'est mon athlète, c'est mon athlète. Tu sais, je suis fier de lui. Puis c'est ça, avec Bruni. Après ça, ben, il a lâché les sauts. Moi, je voulais qu'il gagne 4 médailles aux Olympiques comme Carl Lewis ou Jesse Owens. Mais seulement, lui, s'est concentré dans les sprints. Puis là, moi, non. Notre chemin s'est séparé. L'autre athlète, Kwaku Boateng, un sauteur en hauteur. Donc, il vient du Ghana. Lui, il a été aux Jeux panaméricains en 94, à peu près à Winnipeg. Puis il y a un plan. Ils sont 8 gagnants, 4 gars, 4 filles. Ils s'entraînent, ils ont un rêve, eux autres, ils veulent rester au Canada. Donc, ils viennent, ils se classent pour les Jeux du Commonwealth, ils sont jeunes, puis en plein milieu des Jeux, ils désertent le village. Ils s'en vont à une station de bus, la seule ville qu'ils connaissaient au Canada, c'est Montréal, à cause de l'île olympique. Il y avait plus ça d'un livre, l'île olympique. Ils ont allé à Montréal, une ville olympique, il doit y avoir de l'athlétisme là-bas. Ils s'en vont à la station de bus, ils demandent mon gars pour l'étiquette, il dit, hey, c'est loin Montréal, il dit, ah, pas loin. Pas loin. Il dit, OK. On veut 4 billets, parce que les filles, ils l'avaient pas dit aux gars, même. C'était secret. Les filles sont venues le lendemain, maintenant. Puis, 5 jours de voyage en autobus. Je sais pas si tu sais, aller à New York en autobus, mal au dos, hein, les jambes, les genoux. Les autres, ça faisait 5 jours. Rendu à Ottawa, Kwaku, Coffee, puis Abbas. C'était 3. Puis l'autre, je me souviens plus, non. Puis, il s'en va sur la rue. Il dit, les gars, hey, monsieur, sir, c'est-tu loin Montréal encore? Il dit non, c'est pas loin. 2 heures. Il dit, hey, la dernière fois qu'un gars m'a dit ça, c'était 5 jours, je le bosse. Il dit, sûr? Oui. On est arrivé à Montréal, ils se sont cachés au Hall des Inns, Métro Berry. Ils ont entendu parler d'un gars ghanéen sur la rue, ils sont parlé. Le gars m'a appelé. Il dit, écoute, j'ai 4 Ghanéens qui veulent te voir. Puis j'ai été prendre un café dans ce bout-là. Puis il y avait 4 gars, 4 filles. J'avais l'équipe quasiment, à moitié de l'équipe nationale du Ghana. Finalement, c'est ça. Puis Kwaku, il est 2,34 m en hauteur. Toute une carrière. Même une année, en 2000, il était leader mondial pour la Golden League. Puis on avait été à Sydney, olympique. Il avait gagné à Calif. Je pensais qu'il n'était pas gagné en finale. Puis
Ça s'est mal passé en finale, ça ne marchait pas. Mais c'est un finaliste olympique qui a gagné quelques médailles dans les Jeux Pan Am Commonwealth, tout le temps classé des meilleurs au monde. Et puis lui, quand il est arrivé à la finale de la Golden League, c'était à Doha, Qatar. Décalage horaire, fatigue, il est arrivé 10e. Il était premier de la Golden League, mais jusqu'en finale. Et l'autre athlète, je voudrais terminer, tu sais, c'est les athlètes qui font grandir les coachs. Souvent, c'est quand tu as des bons athlètes, tu apprends. Parce qu'un athlète international, c'est un génie du mouvement. Donc, quand tu le coaches, tu reçois, tu apprends. Puis, le dernier athlète que je peux te parler, c'est Nicolas Macrodonaris, un blanc qui court vite. À l'époque, aucun blanc de l'histoire n'avait couru sur les 10 secondes. Flat, aucun. Puis, un lundi soir, il se blesse au quadriceps à Robillard. Le mardi, un de mes amis italiens, un manager, un gérant, il me dit « Hey, il est accepté à Mexico qu'au samedi. » Puis là, moi, je suis là, ben c'est fait mal. Là, je dis pas un mot. Là j'en parle au masseur, il y avait un masseur avec nous autres, massothérapeute, puis ben, il est mal à sa jambe. Moi, t'appelais, je l'enverrai pas. En tout cas, moi, je pense. Finalement, il reçoit le billet d'avion, je l'envoie. Il est arrivé le jeudi à Mexico City. Il s'est mis de la glace à tous les heures, jusqu'à samedi. Il n'est pas sorti de sa chambre. Il a commandé de la bouffe à l'hôtel, room service. Il arrive à la compétition. Il a battu les meilleurs au monde, dont le recordman du monde, Tim Montgomery. Il était le seul blanc dans la course, c'était dans le couloir 1. Puis, il a fait 10-0-3. Sa vie a changé. Il est devenu le blanc le plus rapide au monde à l'époque. Puis, il y avait 0 de vent. S'il y avait eu 2 mètres dans le dos de vent, il faisait 9-9 et il était le premier blanc de l'histoire à faire sur les 10 tabarouettes. Je ne serais pas ici. Je pense que je me promènerais en Porsche ou à Ferrari. Puis lui, il a fait le premier de l'histoire. Finalement, il y a un blanc français, Christophe Lemaître, qui était le premier finalement. On n'a pas s'approché de ça. Donc, c'est ça. Donc, écoute, le dernier message que j'ai à vous dire, les coachs, c'est qu'il y a un objectif. Moi, mon objectif au début, c'était de battre les Ontariens. Puis après, c'est de battre les Russes et les Américains. Moi, je voulais que les Québécois soient les meilleurs au monde. Donc, je ne dis pas que je suis le meilleur coach au monde, je ne suis pas le plus intelligent, mais c'est vous, c'était quoi mon secret? Je travaillais plus fort que les autres. C'est juste ça. On travaillait plus fort. Je pensais 24 heures par jour comment améliorer mes athlètes. Donc, c'était ça un peu pourquoi que j'ai eu une carrière avec à peu près une dizaine d'athlètes aux Jeux olympiques, championnat du monde. C'est parce que je n'étais pas plus intelligent que les autres. Je voulais plus les autres. Je voulais plus les autres. Et n'oubliez pas, les coachs, vous êtes des miroirs du talent de l'athlète. Donc, il faut que vous reflétez ce que l'athlète espère, ce qu'il vit, ce qu'il rêve. Et après ça, vous devenez un GPS. C'est-à-dire que vous voyez un talent d'un athlète, puis là, vous pouvez extrapoler dans le temps, comme dans Back to the Future. Tu peux le voir dans 10 ans. Puis après ça, tu as une vision, toi, dans 10 ans. Donc, tu le mets, tu programmes l'adresse où tu vas aller dans le temps. Puis après ça, tout ce que tu fais, il faut que ça tende vers ça. Et ton athlète aussi. S'il y a des mauvaises fréquentations, tu essaies de t'amêler indirectement. Si moi, j'ai m'est arrivé des fois de payer l'électricité chez des athlètes, parce que je voulais qu'il y ait une belle vie. Il m'est arrivé quelquefois de payer de la bouffe, acheter des épiceries, parce que je voulais que l'athlète soit bien nourri, et ainsi de suite. Donc, il faut que tu joues dans le global, c'est pas juste une partie de ton athlète. Il faut que tu t'essaies de concentrer sur le tout. Parce que, n'oublie pas une chose, la solidité de la chaîne est aussi solide que le plus faible de ses maillons. Donc, il faut que le maillon complet soit fort. Donc, sur ça, c'est à votre tour maintenant. Essayez d'aller plus loin que où j'ai été. C'est votre mission, cher entraîneur. Bonne chance.